Et nous voudrions mettre ce témoignage sous l'auspice d'Isidore Ducasse, pour qui la poésie doit avoir pour but la vérité pratique. La poésie doit être faite par tous, non par un. Et on gardera cette citation à l'esprit. Pour présenter très brièvement l'expérience de poésie dont il s'agit, il faudrait que vous imaginiez la ville de Grenoble. Derrière la gare, il y a une place. Dans cette place Saint-Bruno, il y a un café qui s'appelle le Saint-Arnaud. Et à l'intérieur du Saint-Arnaud, il y a une fois par mois, le jeudi soir, un rassemblement informel lancé par Isabelle et 3 autres personnes. Et dans ces rendez-vous, il se passe ce qu'on peut appeler un événement poétique qu'on va essayer de vous expliciter, de déplier et d'éclairer aujourd'hui. Pour faire de cette expérience-là un objet de recherche, nous avons été un petit peu en peine. Nous avons essayé de considérer tout ça de plusieurs façons. Et un des problèmes méthodologiques qui s'est posé à nous, c'était déjà un problème de terminologie, puisque les mots de projet, de mouvement, d'association, de réunion, de groupe, mais également les mots de récital, de cercle de poésie, de scène, de workshop, d'atelier ne conviennent pas du tout. Donc nous fonctionnons sur un fait réel qui n'avait pas de forme ni d'appellation prédéfinie. Et l'expression collectif informel, qui a été lancée par un des habitués de ces jeudis, a fini par s'imposer, mais en fait ce mot collectif informel ne vous explique pas que pendant les Babels, il y a de la poésie qui circule et de la poésie dans toutes les langues. Les poètes ne sont pas forcément dans la salle, à moins que l'on considère que les lecteurs soient eux-mêmes des poètes. Je vais donc essayer de gagner du temps en simplifiant la présentation de l'enquête des données. Je vous présente le plan au tableau. L'enquête à données multiples, on pourra l'expliciter si vous le souhaitez, mais on va essayer de donner plus de place plutôt à la caractérisation des Babels et un temps pour essayer d'analyser les enjeux des lectures poétiques multilingues dans un contexte de vie de quartier. Alors, on a prévu avec Isabelle plusieurs entrées, et comme elle est vraiment au point de départ de l'aventure, j'avais envie que tu commences par nous parler des fondateurs. Ah oui, alors les fondateurs, en fait, d'abord, il y a plusieurs fondateurs réellement. Oui. Babel est constamment un collectif, se veut tel. Et si je prends la parole aujourd'hui avec Nathalie, c'est après avoir, tu le rediras d'ailleurs je suppose, demandé l'avis de Babel. Si Babel nous avait interdit de parler ici devant vous, nous ne nous serions pas présentés. Oui. Alors le vrai début de Babel, ce n'est pas moi et ce n'est pas Grenoble, c'est en fait une collègue à Reims qui a eu cette idée remarquable de proposer des lectures de poésie dans toutes les langues, avec une différence notable, elle ne l'a fait qu'une fois par an, à l'occasion du Printemps des poètes, et dans une bibliothèque. Et il se trouve qu'à Grenoble, avec un groupe d'étudiants avec lesquels nous avions pas mal travaillé, en particulier la poésie dadaïste et la poésie expressionniste allemande, pour laquelle il s'était pris de passion, nous avions simplement profité de la semaine de la poésie, du Printemps des poètes, pour littéralement afficher absolument partout dans l'université des affiches dadaïstes. On s'était beaucoup amusé, on avait improvisé quelques lectures, et puis on avait eu l'idée de s'adresser au patron du bistrot, vous le voyez tout en haut de la photo, mais on le verra mieux tout à l'heure, qui est un lieu dans un quartier de Grenoble qui s'appelle la place Saint-Bruno, quartier de très proche périphérie du centre, ancien quartier ouvrier du 19e siècle, donc vraiment juste derrière la gare, ce qui aujourd'hui à l'échelle de la nouvelle Grenoble correspond quasiment au centre, mais pas historique, et qui a en même temps toutes les caractéristiques d'une espèce de banlieue, très grand mélange de population, mauvaise réputation, de temps en temps ici échange quelques balles, mais enfin dans l'ensemble on y vit plutôt remarquablement bien, y compris donc autour de ce café, qui avait jusqu'alors plutôt l'habitude de proposer des concerts le soir, et lorsque nous lui avons demandé l'autorisation pour une soirée de lancer des lectures de poésie dans toutes les langues, il a dit d'accord. Et nous étions donc 4 au départ à faire cette proposition, 3 étudiants et moi-même. Et en fait, à l'issue de cette première soirée, les piliers du bistrot, donc vous envoyez d'ailleurs 2 sur la photo, ceux qui sont par là, on ne voit pas très bien,
Et puis les personnes qui étaient passées nous ont dit c'est tellement bien, il faut que ça continue. Et si je suis arrivée ce matin seulement, c'est parce qu'en fait nous fêtions hier les 4 ans de Babel. Bon, tu as déjà un peu caractérisé le lieu. Ce que j'aurais... Bon, j'ai tellement abrégé l'intro que je n'ai pas expliqué la méthode, mais pour pouvoir quand même avoir un discours un peu articulé et informé pour aujourd'hui, en fait, nous sommes appuyés sur 2 recueils de données. D'abord, évidemment, les souvenirs, les photographies, des petits films complètement amateurs faits avec des téléphones, etc. Mais suite à l'accord du groupe Babel pour qu'on fasse une communication dans un lieu institutionnel au sujet de ce fait, j'ai lancé l'idée d'un entretien semi-directif. Les gens m'ont dit, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on veut bien que tu viennes pour discuter avec nous de Babel si tu amènes des crêpes. Donc, j'ai fait mes 30 crêpes et je suis retournée à Grenoble et j'ai fait cette petite enquête qui n'est pas une enquête de sociologue, mais qui est une enquête de littéraire à la recherche de caractéristiques littéraires. Comment cette expérience, qui n'est pas une expérience de poésie entre experts, prend les contours et prend l'épaisseur d'une réalité poétique. C'était ça, en fait, mon objectif. Deuxième point, alors ça, c'est une photo de la réunion de travail, la méta-Babel, où on a réfléchi ensemble à ce qui motivait les uns les autres à venir régulièrement, ou plus ou moins régulièrement, au jeudi de Babel. Deuxième caractéristique, le corpus. Parmi ce qui est sans doute enrichissant dans cette aventure, il y a le fait que ce n'est pas une poésie choisie au hasard, et le point de départ poétique tient aussi aux apports livresques et au corpus que tu défends dans ce cadre-là. Oui, enfin je défends. Il y a 2 types de corpus. Il y a celui que vous voyez là, qui est quand même la chance absolument incroyable d'avoir une bibliothèque universitaire qui a compris ce qu'on faisait, et qui nous laisse sortir une 40aine d'anthologies bilingues tous les mois, en sachant très bien que ça va débarquer dans un bistrot, qu'un verre de vin peut toujours tomber dessus, et en nous laissant faire, en nous disant les livres c'est fait pour circuler, en allant même jusqu'à acheter le livre que vous voyez plus par là, par exemple l'anthologie bilingue de poésie coréenne, a été acheté pour la BU pour nous. Ils avaient déjà un certain nombre de choses. Je ne prends quasiment que des anthologies bilingues, l'idée étant bien évidemment qu'on puisse accéder à toutes les langues possibles, et si on le souhaite, c'est bien mentionné, si on le souhaite et seulement si on le souhaite, on peut traduire, mais on peut aussi résumer, parler sur le texte ou tout simplement nous donner à entendre le texte brut dans sa langue. L'idée de départ, vous l'aurez compris, c'est d'entendre les langues. Plus d'entendre les langues que d'entendre la poésie d'ailleurs. Et à cela est venue effectivement s'ajouter une pratique que par ailleurs j'ai dans mon enseignement. Je travaille moi-même sur les avant-gardes et j'ai toujours été convaincue que les avant-gardes nous d'abord cherchaient elles-mêmes à nous faire entendre ce qu'est la poésie et à nous le faire entendre à tout point de vue, c'est-à-dire à nous le faire comprendre, mais aussi à nous le faire éprouver par des biais que ceux qui connaissent un peu les œuvres des avant-gardes connaissent, c'est-à-dire la poésie phonétique, par exemple, ou la poésie simultanée. Et on avait travaillé ça avec les étudiants, que ça avait beaucoup amusé, et qui ont donc continué aussi à véhiculer ces découvertes dans le cadre de Babel, ce qui a d'emblée donné un tout autre rapport à la poésie. J'en reparlerai probablement un peu plus tard, mais évidemment, quand on entend les effets sonores d'un Pierre-Albert Birot ou un poète du tout début du XXe siècle, pour cette partie-là, parce qu'il est mort dans les années 70, ou la poésie phonétique des dadaïstes, ce sont de purs effets sonores. Et donc ça déplace complètement la manière dont les auditeurs sont confrontés aux faits poétiques. Et ça me paraît très important. Et l'autre partie, je le disais, c'était les expressionnistes allemands. Ça, c'est pour la dimension politique, mais on en parlera plus tard aussi. Peut-être que tu peux aussi résumer quelques-uns des rituels qui donne sa spécificité au Babel de Grenoble. Ouais. Alors c'est moi qui utilise le mot rituel, ils ne m'ont jamais interdit de le faire, en même temps personne n'est convaincu qu'il en faut, mais il en faut au moins deux en ouverture. La première question, c'est comment on diffuse Babel, et d'emblée les cofondateurs ce sont des étudiants, ils ont 20 ans, ils ont
une rigueur morale que nous avons peut-être un peu perdue ensuite. Et donc, il tenait énormément d'abord à ce que ce soit très très peu technique. Donc, on a essentiellement diffusé par bouche à oreille et par voie d'affichage. Et l'affichage, en gros, c'est quelques couloirs à l'université et la place du marché où se trouve le café. Donc, c'est surtout le bouche à oreille. Et puis, une toute petite liste de diffusion numérique, quand même, non tolérée. Tout simplement parce que je transmettais aux collègues de langue pour qu'eux-mêmes puissent transmettre à leurs étudiants, en particulier étrangers, car Babel va aussi avoir une fonction en fait d'intégration des étudiants étrangers dans le cadre de la, non pas tant de l'université, mais de la vie grenobloise. Et puis le second rituel, c'est celui de l'ouverture. Il s'est installé très spontanément. L'un des cofondateurs tenait absolument à lire des textes ayant trait à Babel. Et je tenais absolument à faire de la pub pour ma discipline, la littérature comparée, et donc expliquer que ne pouvant pas choisir entre les langues, étant donné que je les aimais toutes, je me contenterais de lire des langues imaginaires. Alors ça, sous l'auspice de Tristan Tzara et des poèmes nègres, ce qui nous autorise en fait à lire absolument n'importe quoi dans une langue qui éventuellement existe. J'ai essayé hier soir, en fait c'est bien plus dur une langue qui existe et qu'on ne comprend pas qu'une langue imaginaire. Et en fait, ce rituel-là, j'y tiens pas tant pour ce que ça pose que parce que ça veut dire que c'est nous qui prenons le risque de l'ouverture. C'est pas facile. Les lecteurs, vous allez les entendre, ne sont pratiquement pour aucun d'entre eux des professionnels. Et si on les laissait ouvrir alors qu'il y a un brouhaha tout à fait normal de café, des verres qui s'entrechoquent, la machine à café qui fait un vacarme pas possible, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc en fait, nous prenons cette ouverture pour créer un temps où l'attention va pouvoir se mettre en place et ensuite chacun lit ce qu'il veut. L'autre rituel, mais qui est venu beaucoup plus tard, enfin un peu plus tard, est un rituel de fin où nous proposons des lectures collectives de diverses manières, soit de la poésie simultanée, soit des poèmes partagés, dont là encore le principal objectif en fait n'est pas tant de faire une fin que de permettre à tous ceux qui n'auraient pas osé lire, et il y en a, de prendre la parole sans même s'en rendre compte. Et en fait, il y a à chaque fois des personnes qui ont peur de lire, mais qui s'en sentent frustrées. Et le fait d'avoir réussi par ce livre qui passe, par exemple, ou dans le groupe, à s'exprimer, à dire quelque chose, les décoince éventuellement pour la fois d'après, et surtout les rend très heureux. Donc voilà, les principaux rituels de Babel. Alors voici quelques portraits de lecteurs à Saint-Bruno, le jeudi depuis 2014, avec des figures. Alors j'avais envie de vous faire écouter un poème d'amour. Alors là par contre il faut qu'on remette le son. Ah ouais. Il est où? Il a disparu le son. C'est bien ce que je craignais. Ah. Là, parce que là, il nous y est. on l'a, mais c'est sur la machine et je ne connais pas le raccourci du son sur un PC. Je fais stop. Escape? Ah pardon. Ah oui, on le remet avant. C'est là. Ça y est, c'est bon, merci. Pardon. Merci beaucoup. Voilà, et on le remet en diapo. Pas depuis le début. Sinon, c'est pas très grave, on peut se passer. Ah, super. Donc, voilà. C'est comme Amir Ma'alouf, c'est que je souhaite c'est un poésie. Bon, vous voyez qu'il y a des lecteurs qui ont le nez dans leurs livres, certains arrivent avec leur téléphone et le texte qu'ils ont prévu de lire, d'autres les photocopies et certains disent في الظلم مثل تحكم الضعفاء قلب أصابته الصبابة والجوى وغلالة رقدت من الأدواء داو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء فكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي. Vous entendez les applaudissements. Ah oui, alors ça, font partie de la règle de Babel. Hein. C'est tout une le règle. monde se fait applaudir. C'est une règle qui s'est imposée toute seule. D'emblée, tout le monde a été applaudi. Et c'est très important parce que la qualité des lecteurs n'est jamais envisagée. On applaudit les personnes, on applaudit ce qu'elles apportent dans la langue. Ça, c'était un exemple de poésie simultanée.
avec 2 des cofondateurs et une semi-fondatrice. Et donc il n'y a pas... Alors on vous donne juste, parce qu'on a déjà quasiment dépassé notre temps, il faut absolument que Nathalie puisse aussi donner quelques éléments de réflexion, vous donner une toute petite idée du final de Babel. On est d'accord. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de réussir à s'entendre par groupe et en plus d'entendre les groupes d'à côté. Je suggère qu'on fasse un blanc à chaque fin de vers. Et tant qu'on n'a pas entendu les autres recommencer, c'est qu'il y a un blanc. On va bien voir. Aïe, aïe, aïe. On va voir. C'est à partir de là, je pense qu'on arrivera à mettre les chaque fin de vers. Une fois que tout le monde aura bien compris les temporalités. Ouais. On va essayer. J'essaie aussi. C'est intéressant. Ou alors je fais ça à chaque fois qu'il faut commencer un verre. Ouais, Ça. Alors, en fait, il s'agit d'un très court poème simultané de Kurt Schwitters qui s'appelle Cathédrale. Alors on essaie. On y va 1, 2, 3. Tac et pac. Tac et pac. Tac et pac. C'était le premier essai. Kurt Schwitters dans le texte, en international, à Il est en train de construire une architecture verbale. L'architecture. Voilà. Bon, comment analyser ce phénomène? Qu'est-ce qui explique cette adhésion et quel peut être le moteur qui rend cette émotion-là possible? On a pensé à quelques pistes. D'abord, il y a le moteur des langues et de la poésie. Il y a aussi le moteur de la lecture de poésie à voix haute. Et puis, il y a évidemment un moteur d'ordre plus politique. Et ce sera le dernier point qu'on voudra développer. Pour ce qui appartient au moteur de la langue et de la poésie, pendant ces fameux entretiens du 6 mars, j'ai relevé quelques expressions très parlantes. Quelqu'un disait il y a un besoin de poésie. Le besoin de poésie existe. Et ça, c'est un sentiment expliqué avec des mots très simples. Et puis une autre formule qui est revenue, la poésie est pour tout le monde. Et pour certains participants, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la découverte, mais c'est surtout quelque chose qui a été éprouvé. Et du coup aussi, les représentations de la poésie, qui sont très différentes d'une culture à l'autre, ont évolué absolument chez tout le monde. On a vu des étudiantes iraniennes arriver le soir à Babel avec un livre qu'elles avaient dans leur valise. Et les Français étonnés en disant « tu passes un an à l'étranger et c'est de la poésie que tu emmènes dans ta valise ». Donc je pense que la représentation de la poésie au niveau international, interlangue, a bougé chez tout le monde. Un deuxième moteur, c'est aussi ce travail entre langue maternelle et langue étrangère. Et où se tient l'expérience du poème entre voix intime, étrangeté de la langue. Et finalement, il se passe des phénomènes très perturbants, en particulier pour les francophones, qui sentent l'accent étranger réactiver leur propre rapport à des poèmes entendus. Entendre Baudelaire lu avec un accent particulier réveille une forme d'altérité poétique, et je est un autre là à plein régime. L'oralisation par l'autre rappelle que tout poème est une aventure en langue étrangère. Et là, nous nous retrouvons chez des grands poètes comme Dubouchet, qui l'affirme lui-même quand il parle de poésie française. Autre levier, le voyage dans les langues est aussi une des motivations pour certains participants de Babel qui considèrent que la poésie, pour eux, c'est une découverte, mais ça n'appartenait pas nécessairement à leur vie. En revanche, entendre des voix et entendre des langues quelquefois très rares apporte quelque chose au niveau de l'imaginaire. D'ailleurs, on a quelquefois des locuteurs qui viennent lire des langues anciennes, ou on a aussi un groupe d'espéranto qui participe régulièrement. Donc la poésie permet de dépasser une forme d'exotisme de la parole en langue étrangère et permet d'ancrer la langue dans l'émotion d'un texte qui dépasse collectivement tous les auditeurs. Le fait que ce soit de la poésie à voix haute, ce n'est pas une nouveauté, c'est une activité, la poésie à voix haute, c'est une activité qui a une histoire, et je pense que là, nous sommes aussi à l'intérieur
d'une histoire, tout simplement, une histoire qui peut être éclairée selon 3 sources. L'histoire de la lecture, il suffit de se référer à Alberto Manguel, à Roger Chartier. Il y a aussi un lien entre poésie à voix haute et l'histoire de l'enseignement. André Chervel a fait le point là-dessus. Il y a aussi, bien entendu, tout l'apport de l'histoire ou la mise en histoire de la poésie orale et de la théorisation de la performance. Et là, on peut trouver des outils théoriques chez Zumthor, Bobbio, Jean Batins. Je ne vais pas développer maintenant. Ce qui intervient également dans l'effet de ces babels, c'est le travail sur le corps, l'effectivité du corps. Le corps écoute, le corps dit de façon alternative, ce qui permet aussi, et de façon non pas seulement métaphorique, mais au sens propre, de surmonter le sans-voix. Il y a parmi nos habitués quelqu'un qui a vraiment une difficulté d'élocution et qui s'exprime très régulièrement et qui est parfaitement respecté, même si ses textes en sont pratiquement inaudibles. Mais pour lui, les babels, c'est capital dans son quotidien. Ce qui peut encore donner lieu à la réflexion, c'est l'approche du lyrisme. Est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience lyrique contre lyrique? Bon, là, on pourrait aussi développer avec des outils de la théorie littéraire du côté de Rabaté, d'Éric Benoît, de Rodriguez. Mais il faut que je laisse la parole à Isabelle. Et puis, le point sur lequel on ne s'est pas beaucoup exprimé sur le plan théorique, mais qui, à mon avis, est aussi un décapsuleur pour ce travail-là, c'est la notion de performance. Puisqu'on voit bien que nos lecteurs, là, ne sont pas des performeurs. Hein. La plupart n'ont jamais vu de performance poétique, même si quelquefois des slameurs participent au Babel, mais ce ne sont pas les piliers de Babel. Donc, nous avons affaire plutôt à quelque chose où c'est l'effet collectif qui crée la performativité des Babels, et non pas l'accumulation ou l'association de plusieurs performances. On ne peut pas parler de performance équivalente pour chaque lecture, mais c'est l'ensemble et la légèreté du dispositif qui, en réalité, en fait à chaque fois un événement. Si j'ai le temps, je pense à un exemple qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Lors d'une soirée, Isabelle, tu avais préparé, peut-être que c'était moyennement préparé d'ailleurs, une expérience de ready-made. La lecture collectif proposé, c'était le projet du Code du travail de Badinter. C'était pas préparé du tout. Voilà. On le découvrait en séance. Voilà, c'était une période où les gens avaient ce texte-là dans leur sacoche. Il y a pas mal de syndicalistes aussi dans l'équipe. Et du coup, le moment de lecture collective, au lieu d'apporter un livre, je sais pas, Pierre-Albert Birot, non, on sort le Code du travail. Bon, et la lecture collective de finale de la Babel, c'est devenu quelque chose de complètement performatif. On a donné une contrainte. C'est toi d'ailleurs qui as proposé de donner une contrainte. L'idée, c'était de lire chacun un fragment avec une modalité de lecture particulière. Et nous avons eu le sentiment d'avoir une encyclopédie de la lecture de poésie à voix haute, puisque chacun étant un peu dégagé, détaché du lyrisme du texte, vu qu'il n'était pas censé être lyrique du tout, les voix ont construit des oralisations qui ont fait de ce texte-là un véritable ready-made poétique, puisque les voix lyriques à l'italienne sont venues chanter des passages jusqu'à d'autres dictions beaucoup plus proches d'une esthétique de sonore ou un peu à la Boxon. Voilà ce que j'avais un peu envie de dire, donc en parodiant Austin ou Stanley Fish, quand lire c'est faire, je crois qu'il y a une réalité vivante qui fait événement dans Babel, alors que chaque mise en voix n'a pas vocation à être spectaculaire. Les lecteurs ne travaillent pas intentionnellement comme des performeurs, mais le collectif crée la performance. Et puis surtout, je crois aussi qu'un des axes axiologiques de tout ça, même si ce n'est pas calculé, même si ce n'est pas énoncé de façon claire, c'est la dimension politique, la dimension des valeurs qui se jouent à l'intérieur de ces temps. De toute façon, là, on a dépassé notre temps. Donc, j'en ai déjà dit beaucoup dans l'espèce d'introduction. Donc, je crois que le principal à retenir, c'est que pour chacun d'entre nous, la conviction profonde était que la poésie, ça n'est pas pour une élite. Et le fait que je sois comparatiste a sans doute aidé. C'est-à-dire qu'effectivement, je m'étais rendu compte que dans quantité d'autres cultures, la poésie est une chose quotidienne, est une chose échangée. On le voit, vous avez entendu ce extraordinaire lecteur qui est en fait palestino-syrien. Chez eux, c'est tout à fait naturel. Enfin, les pratiques de poésie collective où chacun
même sans être allé à l'école, est capable de commenter la qualité de la lecture, fait absolument partie de ces cultures. Et c'est vrai d'un nombre beaucoup plus grand qu'on ne le croit de cultures. Donc c'est fort de cette idée-là que nous avons lancé ces Babel. Et la question dès lors devenait comment faire en sorte qu'on puisse dépasser cette espèce d'inhibition créée notamment par l'école, mais aussi par le milieu dans lequel nous vivons, qui continue de considérer que la poésie n'est pas pour tout le monde. Donc l'effort a essentiellement porté, mais avec des touches très minimes, que j'ai déjà évoquées, sur la possibilité de faire en sorte que chacun ait la confiance d'y aller. Et ça s'est joué à très peu de choses. Ça se joue, je vous l'ai dit, par ces lectures collectives de la fin qui font que, à une exception près, qui est celui qui ne saurait pas lire, on a réglé le problème hier en faisant littéralement mettre en corps les dessins de Michaud dans Mouvement. Donc à cette exception près, tout le monde se lance. Le fait que spontanément tout le monde est applaudi fait que tout le monde a l'impression de contribuer à ce collectif et qu'il n'y a l'impression de ne pas avoir de jugement de valeur est essentiel. Et le fait est quand même qu'en fait, il n'y a pas de poètes ou très peu de poètes professionnels. On leur a assez clairement, je leur ai assez clairement dit que ça n'était pas le lieu. Il y a d'autres scènes pour ça, même pour les slameurs. Enfin, même les slameurs l'ont entendu. C'est vraiment une lecture de tout le monde, pour tout le monde et par tout le monde. Et lorsqu'un poète, cela arrive, vient lire son œuvre, très très vite de lui-même, il l'abandonne et va lire l'œuvre des autres. Et le fait qu'on puisse ainsi, et bien évidemment le fait que les livres soient là, qu'à la pause, il y a une pause, ça fait partie des rituels. La pause, elle est notamment là pour que ceux qui n'ont pas osé ou qui ne connaissaient pas le principe puissent se ruer sur les livres. Et la deuxième partie, tout le monde se lance. Le fait donc qu'on soit toujours là pour lire la parole des autres est un élément essentiel dans cette prise collective, ce rapport collectif et très physique qui se crée à la poésie. On va arrêter là pour ne pas déborder. Vous voyez qu'on avait pris quelques précautions méthodologiques qu'on ne vous a pas énoncées, mais on est tombé complètement dans notre panneau. Nous sommes à la fois chercheurs et impliqués, donc nous n'avons pas montré les limites du dispositif. Nous n'avons pas montré ce qui ne fonctionne pas, parce que nous sommes encore dedans et encore dans la jubilation de l'expérience. Voilà. Alors, Babel a migré de Reims à Grenoble, puis de Grenoble, il y a eu des expériences à Lisbonne. Au gré des Babéliens, la Maison de la Poésie nous appelle les Babel, je crois. C'est eux qui nous ont baptisés comme ça. Ça migre, donc n'hésitez pas à Rouen. Comme il va toujours être question de poésie, temps. Non, pas de temps, mais vraiment question de poésie, et qu'à mon avis, il y a des liens immédiats qui vont se tisser entre vos deux propositions. Si vous voulez bien rester et qu'on prenne ce temps de discussion commun, d'abord entre vous, avant d'ouvrir à la salle, après la communication de Serge et de Charlotte et de Serge. Enfin, en même temps, vous aurez reconnu qui est qui, sans que l'ordre que j'y mette n'ait d'importance. Non, on n'a pas de... C'est bon. Bien, je commence tout de suite. Je présente Charlotte Guenoc, qui est comédienne, metteur en scène dans une horde qui s'appelle Nous n'irons pas plus loin, et qui s'est lancée dans une recherche à l'Université Paris 3 avec deux œuvres. Deux œuvres théâtrales, hein, l'œuvre de Kateb Yassine et de Didier Georges Gabelli. Mais avec ces deux œuvres, elle travaille à partir de son expérience d'ateliers divers, regardez ce mot, autour de la notion d'écoute. C'est-à-dire elle essaye de repenser la notion d'écoute. Elle essaye de repenser la notion d'écoute. Ce machin me gêne. Elle essaye de repenser la notion d'écoute à partir de l'expérience, des expériences collectives avec ces deux auteurs. Ça, c'est ma présentation. Et moi, je suis très contente qu'on me demande de faire ta présentation parce que ça me permet de te refaire un peu le portrait. Non, je rigole. En vrai, Serge, pour moi, d'abord, c'est une correspondance parce que moi, j'ai fait mes études par correspondance.
Et du coup, c'est Télé 3 originellement. Maintenant, ça s'appelle... je ne sais plus comment ça s'appelle. Enéade, voilà. C'est une distance. À Paris 3. Et donc, c'est une correspondance et ça va super bien avec Serge parce que Serge, c'est la relation, c'est son mot-clé, c'est sa façon de vivre, c'est voix et relations. Et donc, ma relation avec Serge, c'est d'abord une correspondance et du continu. Et il s'est passé plein de choses en quelques années de recherche, d'abord en master, et surtout à la fin d'un master où je lui ai délivré un joli petit paquet avec des ficelles. C'était mon mémoire que j'avais enrobé par des ficelles, et il se trouve que hasard fait, oui, je ne suis pas très académique parfois, et hasard fait que Serge m'a dit, c'est drôle parce que ces ficelles, c'est celles qu'on utilisait quand j'étais facteur. Donc Serge, d'abord, c'était un facteur. Et le hasard, la coïncidence a fait que j'ai mis des ficelles sans le savoir. Et il y a eu plein de coïncidences après avec Serge, et c'est pour ça que c'est génial de travailler comme ça. Et la dernière coïncidence, je tiens quand même à le dire, pour mettre un peu de vécu là-dedans, c'est que mon fils est né le même jour que sa fille. Je lui ai envoyé un message le 29 novembre 2016 pour lui dire « Corentin est né », il m'a répondu « Mathilde est née le 29 novembre il y a quelques années ». De longues années. Voilà, c'est le portrait de Serge, parce que pour sa biographie, vous la trouverez sur Internet. Alors on va tenter de vous parler d'expérience. En particulier, moi je dirais, c'est difficile d'arriver les derniers dans une rencontre, hein, plus qu'un colloque, hein, dans une rencontre où on a découvert beaucoup d'expériences, beaucoup de voix, de recherches, etc. Mais moi je commencerai comme ça notre présentation par le fait que parce qu'on n'avait pas vraiment axé sur l'émotion. Et je me dis, l'émotion, c'est peut-être une force qui traverse les lectures, la lecture, les activités de lecture, les dispositifs, enfin, on peut... Voilà. Bon, comme vous disiez dans ce très beau titre, hein, par la voix d'un autre. Et alors, quel est cet autre, enfin, quelle est cette force, enfin, cette force d'altérité. Moi, je m'appuie beaucoup sur cette petite proposition de Mallarmé, qui est toujours disposée un peu comme une fusée, hein, évidemment. Il disait sur l'art littéraire, il appelait ça, enfin, il proposait ce sujet où tout se rattache. Et je me dis, mais ça marche, c'est génial pour ce sur quoi nous travaillons, ce sujet. Alors, quel sujet, quel inconnu subjectivant. Ça marche pas très bien, notre truc, là. C'est affreux. Quel inconnu subjectivant, où tout se rattache, quoi. C'est là où ça... Alors, on peut appeler ça magique, mais on peut appeler ça aussi une force réelle, enfin, qui est transformatrice, quoi, hein, une opération de rattachement. Voilà. Alors, je pense qu'il faut que tu y ailles avec des expériences. Avec mes expériences, parce que du coup, moi j'ai quand même essayé de penser cette question de l'émotion qui pour moi était complètement nouvelle. Et je crois que du coup, j'ai posé comme question initiale, c'était comment penser l'expérience avec des poètes et comment, quand on la pense, on renverse en fait la perspective de l'écoute qui pour le coup est ma notion clé, qui est originellement versée dans la réception, et du coup comment penser avec l'émotion qui elle peut-être est versée dans la réceptivité, et comment avec les poètes on déplace comme ça l'écoute des lectures, on déplace sûrement aussi le spectateur-auditeur, qu'il faudrait sûrement faire une critique ici. Et en fait, on fait de l'écoute un opérateur critique. Et du coup, l'émotion, je la vois comme un opérateur critique quand j'ai été amenée à la penser là maintenant, comme opérateur critique. Et du coup, avec le poème, on déplace la question de l'émotion pour qu'elle soit, je pense, pas seulement du côté de la réception, ni de celle de l'expression. On disait ça hier matin, pas demain matin, c'est pas possible. On disait ça hier matin, les tweets, Facebook et tout ça, là, c'est hyper bien et tout ça. Donc, on a soit la réception ou pour le coup l'émotion, on ne la dit pas, on la garde pour nous, on est vraiment dans quelque chose d'intime, soit dans complètement l'extime. Et je crois qu'il faut réussir à déplacer cette notion d'émotion pour qu'elle soit un opérateur critique de nos lectures de poèmes et qu'elle fasse, dans tout ce qu'elle comporte d'attention aux affects, au corps, aux gestes, qu'elle fasse un geste et qu'elle soit le faire du poème, justement. Je ne sais pas si tu veux que je continue. Peut-être. Moi, je voulais donner, je voulais donner une référence qui moi, m'a beaucoup fait travailler. C'est un texte de Marina Tsvetaeva. C'est dans ses confessions, enfin, Vivre dans le feu, là.
C'est un texte qui réfléchit au rapport à la notion de public, enfin quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, voilà une notion aussi qui serait à travailler. Et elle disait la chose suivante, qui est assez paradoxale avec tout ce sur quoi nous travaillons. Je hais les choses publiques. Voilà. Alors ça rappelle aussi Henri Michaud, je hais le rythme des autres, etc. Et elle met entre parenthèses, c'est quoi les choses publiques? Le monde d'innombrables unités. Et elle ajoutait, je suis pour chacun et contre tous. Alors bon, ça, on s'y retrouve, il y a eu beaucoup de discours là-dessus. J'ai écouté Jean-Marie Hordet récemment, il disait la même chose. Mais elle précise, et c'est intéressant avec son expérience russe et française. Enfin, je suis très loin de tout cercle, j'entends par là cercle de personnes, donc très loin aussi des cercles littéraires, c'était le cas en France, mais ce n'était pas de sa faute, qui sont ici beaucoup plus absorbés par la politique que par la littérature. Ça, c'est intéressant. Enfin, bon, la politique, pas le politique. C'est-à-dire vocifèrent et haïssent plus qu'ils ne se taisent. Parenthèse, n'écrivent. Voilà. Et n'aiment. Ne se taisent et n'aiment. Aimer. Puis elle poursuit, bon, je saute. Ils veulent tous vivre, agir, communiquer, c'était avant la Deuxième Guerre, construire la vie. Ne serait-ce que la leur, comme si c'était un jeu de cubes, comme si elle se construisait ainsi. La vie doit apparaître de l'intérieur, fatalement, c'est-à-dire être un arbre et non une maison. Alors, moi, j'adore cette citation, parce que c'est une citation anti-Heidegger, donc c'est formidable, sur habiter le monde, enfin, etc. Bon, alors, personne ne m'est étranger. Alors, vous voyez le paradoxe sur le rapport aux autres. Personne ne m'est étranger. Avec chacun, je commence par la fin, comme dans les rêves. Alors voilà la proposition, une superbe proposition, où il n'y a pas de temps pour les préliminaires, c'est-à-dire suppression des préliminaires. Et je pense que c'était une très très belle définition de la lecture publique, ou des lectures, quelles que soient les lectures, même le continu entre les lectures intimes et les lectures publiques, enfin, c'est suppression des préliminaires. On est dedans tout de suite. Et elle appelle ça l'opération de lecture, la chambre du rêve, s'élargissant, se rétrécissant, surgissant, disparaissant, suivant les exigences de l'action intérieure, avec, quand il le faut, une porte, et quand il ne le faut pas, l'impossibilité d'une porte. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi les lectures qu'on ne supporte plus, les lectures dans lesquelles on s'engouffre, enfin, par lesquelles on est... Voilà, cette proposition de Tsvetaeva, me semble être une réflexion extraordinaire à la fois sur cette dimension, cette construction critique de l'écoute, cette chambre d'écoute, il faut l'appeler comme ça aussi. Et oui, pour la chambre d'écoute, du coup, et ça c'est ce qui va nous rassembler un peu, une des expériences qui était proposée, notamment pour ce colloque, quand tu as proposé, parce qu'il se trouve que quand il a envoyé le truc, j'étais en train d'accoucher. C'était au dernier moment. J'ai commencé à l'écrire, le truc, et puis il a fallu que je parte. La nature a pris le dessus sur la culture, je crois, ce jour-là. Et du coup, l'expérience menée, moi, elle est pareille, enfin, pas pareille, mais c'est de lecture de poèmes dans un cadre qui est très différent, pour le coup, parce que les étudiants qui viennent avec moi lire des poèmes, pour le coup, ils payent très très cher pour le faire, parce que c'est dans le cadre des cours Florent. C'est un projet que j'ai monté l'année dernière avec le groupe Studialis, qui est la boîte qui gère les cours Florent. Et le pari, c'était de mettre en voie ces étudiants étrangers qui viennent faire du théâtre en anglais à Paris. Et moi, j'ai dit, écoutez, j'ai un petit master en français langue étrangère. Peut-être que je peux faire quelque chose avec des poèmes, histoire qu'on rentre dans les lectures en français. Et il s'est passé quelque chose qui m'a, pour le coup, déplu. Alors moi, je vais parler que des limites de ce que je fais. Comme ça, je conclus. En fait, donc ce concept-là, j'avais 6 ateliers de 3 semaines. J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, j'ai pas pu faire le troisième, j'ai eu une petite pause. Et puis pendant cette petite pause, on m'a fait revenir pour me dire, en fait, c'est sympa, là, les poèmes, tout ça, mais ça serait bien de faire un peu de communication. Donc ça serait sympa de faire des cours de grammaire, des cours de vocabulaire, de phonétique. Alors j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord parce que, comme tout le monde, j'ai besoin de manger. Et en même temps, j'avais une grande déception en moi. J'y suis retournée, j'ai fait cours. Et puis j'ai lu aussi mon collègue Olivier Mougineau, qui est un collègue de thèse sous la direction de Serge Martin. Et par lui, j'ai lu Sioufi,
j'ai lu ce fabuleux article du sentiment de la langue aux arts du langage. J'ai lu par Olivier, avec lui, son carnet de recherche. Et j'ai lu, du coup, ses ateliers de littérature, ce que lui appelle ses ateliers de littérature, en Afrique. Au Nigeria, plus exactement. Et j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé dans cet entre-temps où je suis partie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que là où précisément moi-même j'ai appris en atelier, là où précisément tout devait être atelier et tout devrait être atelier, cette école de théâtre, là où précisément tout se joue en atelier, le devenir acteur, le faire groupe, le dire poème, le faire vivre langage. Et que s'est-il passé là où je sais que tout cela existe et que cela a eu lieu, puisque je l'ai vécu, que cela est possible. Et du coup, j'ai pensé comment continuer à faire atelier quand d'une salle de théâtre avec rien pour que tout puisse agir, on m'a mis dans une salle de classe avec autant de tables et autant de chaises et que je voyais si peu de choses qui puissent agir. Et comment continuer à se mettre en mouvement, à se mouvoir, à être mu et ému. Et alors je me suis souvenue de ce premier émoi de jeune actrice, d'apprentie comédienne, que je suis toujours. Et quand dans ma classe c'était joué en lecture « Écoute mon ami » de Louis Jouvet. Et j'entends encore ce « Écoute mon ami » qui ponctue cette chose-là, qui est peut-être un manifeste, une lettre, une leçon, un poème. Je n'ai jamais bien su définir. Et j'entends encore en fait cet essai de passage, ce passage d'une voix qui tente de dire ce qu'est l'art dramatique. Et j'entends ce passage d'une voix par la voix d'un autre. J'entends ce passage d'une voix par ma voix, il y a quelques années. Et du coup, quelques années plus tard, je reviens sur ces lectures avec un regard beaucoup plus critique, détaché en fait de cette première émotion. Et je me dis qu'il ne faut pas qu'émotion et critique soient antinomiques. Et il faut que émotion et critique travaillent ensemble. Alors émotion, c'est une notion nouvelle pour moi, il faut bien que je l'avoue, et que je rapprocherai d'une autre notion, mouvement. Émotion, en fait, c'est pour moi cette conceptualisation en cours plus qu'un concept. C'est un corps-langage à l'œuvre, une espèce de pensée qui se cherche et ne s'arrête pas. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces étudiants, malgré tout, malgré ma salle de classe, avec mon tableau blanc, qui me désespère encore. J'ai essayé de faire passer la voix par les poèmes. Donc on est loin du brouhaha, du bar, et j'en suis bien désolée, mais par chance, une fois, la salle n'était pas ouverte, donc on a fini au bar, donc c'était trop bien. Et j'ai essayé de faire passer ce jeu, de jeu en jeu, en dépit du cours de grammaire qu'on me demandait de faire. Et j'en suis encore, j'essaye de le faire encore. Et je ne peux pas non plus conclure parce que c'est encore en cours. Mais il y a eu ce « Écoute mon ami » de Louis Jouvet qui m'a un peu déçue, il faut dire. Mais du coup, j'ai pris d'autres poèmes. J'ai pris Jam Sacré, parce qu'on aime bien travailler avec Jam Sacré avec Serge. Et ça nous a permis de mettre voix, donner voix et faire émotion, là où c'est tout blanc et tout sec. Et Serge ramène ses petits bateaux. Ils sont en train, ils tiennent pas debout, quoi. Lecture publique qu'on connaît entre performance et sermon, entre vocifération et lecture blanche. Le poète exhibe un moi, se croit unique, il ignore chacun, et pourtant vérité de la lecture mise à nu. Par son célibataire même, geste, masque ou livre, tout se voit dans l'écoute, envoie le moindre petit doigt ou bouton de chemise, pli de la robe, la moindre fourche, englotte et le poème s'oublie. Le poète s'est fait dessus, il rit dessous, la cape des bravos, et retrouve le poème sans voix. Ce jour, c'est nous, comme si la Boétie et Montaigne, convoqués sans savoir et peur de toute exhibition, tenter le pire, s'absenter pour mieux faire présent à « je tue ». Voilà, chacun lit sans savoir ce qu'il lit, chacun connaît les livres comme son inconnu profond, vit avec nuit et jour, mais sans aucune hésitation, sauf si le poème hésite. Chacun traversé par le poème comme fait, l'auditeur porté et non porteur, l'auditrice fait signe, tout le corps dans l'abandon. Quel poème est tien, mien, ces deux enfants-là? Les livres ouverts, aucun n'a choisi, chacun l'est. Par le poème qui vient, il nous traverse fort.
dénudation en plein je-tu, livre tout mélangé dans la lecture, ce non-savoir s'entend au plus haut point dans nos silences, les accents de la lecture et ses reconnaissances, tu murmures et je t'accentue et tu me phrases, je te période de poème, nous rythmes nos airs, nos ailes, nos fleurs, nos ciels et peurs, et ces résonances générales, dit la muse de l'histoire en pleurs. Et cet écho de corps à corps, les voix portées, s'en mêlent, s'entendent pas ou s'entendent, les voix se connaissent et se versent l'une dans l'autre, un répond intérieur d'une lecture tout ouïe, de partout les voix se démultiplient, et le poème agrandit nos intimes extérieurs. Nous lisons pour 2 enfants, ils se serrent et rêvent, dans nos voix c'est tellement intérieur, avec tout l'air, le vertois du monde traversé, attentifs comme peuvent l'être des enfants, leur corps court dans nos souffles et toute la matière des poèmes nourrit leur paradis. Nous vivons enfants dans nos voix. Tu m'enfantes un poème, c'est sans fin. La leçon, la lecture ne s'arrête que dans le sommeil. Nous rêvons longtemps. Ce jour, nous lisons toujours dans la voix de leur écoute. Ça va même gagner du temps. Merci infiniment à vous 4. Je crois que c'est une des richesses où vous avez relevé le fait, Serge, que rencontre, colloque, bah oui, peut-être on est dans des formes hybrides, mais c'est tellement chouette entre les lignes, entre les catégories. Et puis, on a eu beaucoup de bonheur à, pour ma part, découvrir ce que vous avez initié, poursuivi. On a bien compris les différents types de variations et même l'invitation de continuer ailleurs, de faire des petits, etc. Donc, une question sur d'abord peut-être des questions à la salle, tout simplement. Non ? Est-ce que quelqu'un voulait poser des questions sur... Non ? Alors, oui. Oui, c'est très intéressant, votre expérience, elle est extraordinaire. Ça fait écho un peu à la démarche qu'a fait Bruno Doucet sur son édition bilingue, qui est assez remarquable. Donc voilà, j'ai bien entendu que ce n'était pas un travail professionnel, mais j'imagine qu'il y a peut-être de quoi piocher aussi dans cette édition et ces propositions multiples. Tu fais de la pub pour Bruno Doucet, Françoise ? Mais je suis dans une posture délicate, vous l'aurez manifestement, je pense que c'était manifeste plutôt. Donc je n'analyse pas, je ne cherche pas du tout à analyser tout ce qui se passe là. Nathalie a un regard un peu plus extérieur et j'ai trouvé passionnant ce qu'elle sait tirer de cela. Mais je n'ai personnellement vraiment jamais cherché, si ce n'est à mettre à profit, c'est une des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire, le fait que je suis enseignante, le fait que je suis une littéraire, le fait que les étudiants qui l'ont fait avec moi sont des littéraires et pour certains sont devenus des enseignants, et que nous avons absolument conscience et la volonté de passer par cette expérience quelque chose qui relève d'un questionnement pas tellement sur la littérature, puisque nous sommes, nous, des littéraires, mais sur la manière dont on peut la faire passer en dehors du champ complètement restreint d'un département de lettres modernes ou classiques. Et donc, le rôle de la poésie expérimentale là-dedans est immense. C'est-à-dire que ça vient très spontanément, ça conduit très spontanément les personnes qui sont là à comprendre que la poésie est du côté du corps, du côté du rythme, des tas de questions qu'on entend, je ne sais pas, est-ce que la poésie ça relève du vers ? Ah bon, il y a de la poésie en prose, des choses qui sont quand même, alors pour des littéraires depuis longtemps dépassées, mais pour
j'allais dire méchamment, le commun des mortels, encore parfaitement admis, d'un seul coup sont dépassés, ne sont plus des questions. Il va de soi que quand on entend quelque chose qui relève de la voix, du corps, du rythme, des sons, on est dans le champ poétique. Avoir réussi on est actuellement, on était hier, je sais pas, une 60aine de personnes, et ça tourne beaucoup. Il y a un noyau de personnes qui reviennent très très régulièrement, et puis d'autres de plus en plus largement. Que toutes ces personnes-là entendent et soient aujourd'hui capables, même si elles ne sont pas capables de le dire, soient capables d'éprouver, on est dans l'émotion, que la poésie, elle est là, elle est dans ce rapport à la langue. Voilà, je n'ai pas besoin de passer par le théorique, mais ça s'appuie sur ma démarche pratique et théorique pour ce faire. Et pour répondre à la question des anthologies bilingues, en fait, on ne travaille pas avec des anthologies bilingues, on travaille avec des œuvres en langue étrangère, bon, où la traduction en français est sous nos yeux, mais la plupart du temps, les textes ne sont pas traduits par les oralisateurs. Le poème est livré dans une langue, quelquefois traduit, quelquefois pas. C'est pas un festival de poésie traduite, c'est pas un festival de poésie étrangère. Et on restera très souvent à l'intérieur d'une émotion qui échappe à la transparence linguistique. Donc on n'a pas affaire à un transfert d'une langue à l'autre. C'est pas l'objectif des Babel. Ce qui ressort en tout cas, c'est les images en témoignent, mais aussi votre complicité et tout ce qu'on peut imaginer en amont et probablement dans les temps futurs. C'est le plaisir, la joie, et puis la musicalité. C'est-à-dire que moi, j'ai vu l'enseignante se transformer en un chef d'orchestre. D'ailleurs, vous êtes passé, le verbe ne suffisait plus, et c'est le geste. Enfin, vous avez proposé à un moment où je fais ça pour voilà, c'était battre la mesure. Enfin, on sent les cœurs qui ça palpite, quoi. Il y a quelque chose qui est très très musical, et je suis ravie, enfin j'imagine que les co-organisateurs du colloque partagent ce sentiment, qu'on termine par ces deux binômes dont on sent toute la complexité et le plaisir de partager. Enfin, vos interventions étaient pleines de ça aussi, de partage, le texte étant sûrement une forme de médiation bien sûr, mais aussi d'interface, de pôle. Bon, il y a tout un champ là qui serait à explorer sur les rencontres des lecteurs aussi, dont on parlait hier, les rencontres qui, dans les bibliothèques, certains professionnels étaient venus témoigner du fait que certaines séances de lecture créaient des réseaux amicaux dont ils savaient finalement peu de choses, mais tout en sachant qu'ils commençaient à exister et à continuer à survivre à ça. Donc ça aussi, c'est assez touchant. Voilà. Tu veux Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'expérience, c'est que moi, ça m'a rappelé énormément de situations, on va dire, scolaires, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire où on se permet, avec des textes voilà, qu'on considère littérairement enfin, importants, etc., mais on se permet de développer des lectures de débutants, et où on est tous débutants, y compris le prof, l'animateur, même quand on dirige, enfin bon, parce qu'on est un orchestre débutant, enfin, ou une classe, enfin bon. Et je trouve que c'est assez important quand même. Je trouve que ça a un peu traversé aussi notre rencontre. C'est-à-dire retrouver cette fragilité de la première lecture, de la première mise en voix, enfin de ce premier passage comme ça, de l'intime à l'extime, enfin et parce que ça nous apprend énormément sur les textes, c'est-à-dire, y compris les petites catastrophes, les petites erreurs, Enfin, moi, didactiquement, je propose quand même très très fréquemment d'écouter les erreurs de lecture. Enfin, après, on peut discuter est-ce que c'est une erreur, pas une erreur. Enfin, ce qu'on peut appeler une erreur, parce que pour apprendre du texte, beaucoup de choses. C'est-à-dire justement s'écouter pour écouter le texte, en fin de compte, quoi. Le mieux l'écouter, quoi. Et alors après, il y a le problème des langues que vous engagez, mais qui évidemment nous fait aussi écouter le fait que c'est en langue. Enfin, c'est pas des idées, des thèmes, c'est une matière. C'est la question du brouillon, et juste pour
rajouter un petit truc à ce que je disais. La manière dont je travaille, moi, du coup, c'est un enregistrement. Parce que, mine de rien, j'ai un public, c'est des acteurs, ils veulent être acteurs. Donc, quand je les ai mis dans une classe, là, ça a été un peu compliqué, parce qu'ils ne voulaient pas du tout retrouver des cahiers et tout ça. Et du coup, j'aurais proposé... J'avais du mal à dire, allez, on va faire du théâtre dans cette salle-là. Et je me suis dit, on va travailler, du coup, avec la voix et en enregistrement. Donc, j'ai mon micro-enregistreur et j'enregistre, en fait, toutes les lectures. Et ce qui m'importe, en fait, c'est pas tellement d'avoir... un produit final beau, lisse et qu'on pourrait passer à la radio. En fait, ce qui m'importe, c'est tous ces grains de voix avec toutes les erreurs, qui ne sont pas des erreurs, mais tout c'est le brouillon, quoi. C'est le brouillon, plus que le produit final. J'ai bien aimé l'expression. Je ne sais pas si Marianne est là ou elle est sortie. Elle a employé le terme de flottement. Oui. Et effectivement, en évoquant le fait que dans le temps de la lecture, il y avait cet instant précis où les yeux quittent la page pour essayer de retrouver un lien avec le public qui est là. Et puis parfois, ce flottement dure parce qu'on a perdu le fil. Bon, on en a vu aussi plusieurs variations aujourd'hui, tout à l'heure, dans les pages qui se mêlent, ou alors quand Alma lisait le texte de Proust et qu'il avait le dispositif pour essayer de pallier les difficultés techniques d'écho de la salle, on lui a tendu un micro, et je ne sais pas si vous avez prêté attention à ces petits moments où en fait elle sentait la fatigue le micro qui pesait, donc il adoptait une posture et du coup elle faisait certainement durer davantage certaines manières de poser sur les mots ou des pauses. Enfin, il y avait un rythme qui était aussi créé par le dispositif qui était là, très fragile, totalement inopiné, et qui a certainement fait émerger des temps de respiration qui n'étaient pas ni prévus ni par elle, ni par nous, ni par notre connaissance du texte. Et je pense que oui, il y a quelque chose qui se joue dans cette fragilité qui est du côté de l'émotion, parce qu'elle est... Dans le texte de Proust, là, ce matin, moi, j'ai relevé un tout petit extrait qui est absolument merveilleux pour... moi, je trouvais... Il écrit « Comme ces dormeurs ne sachant ». Alors ça, j'adore ce non-savoir, et dans cette espèce de... Enfin, c'est comme ces dormeurs. Hein, donc, c'est-à-dire cette activité où l'inconscient travaille énormément, évidemment. Enfin, le rêve, l'inconscient, je sais pas, on n'est pas obligé de rattacher ça à l'inconscient freudien, d'ailleurs, hein, mais... Et ça, on peut aussi. Juste ajouter que quand on est dans Babel, quand on sort de Babel, on ne se sent pas du tout fragile. Ah oui. On se sent pas. On sort de là tous, et les gens reviennent à cause de ça, avec une énergie. Oui. on a baigné dans la langue, dans l'ouverture la plus totale, et en fait, toutes ces questions-là ne se posent plus. Si ce n'est pour effectivement, peut-être nous, les professionnels qui ont dû désapprendre, ça c'est vrai. On a vraiment dû désapprendre notamment à intervenir. C'est facile pour nous de présenter des textes. Mais si on ne veut pas coincer les autres, c'est ça la question principale. C'est laisser cette parole aux autres. Pour nous, elle est facile. Et donc, il a vraiment fallu désapprendre à présenter des textes, désapprendre à commenter. Et du coup, ça a libéré chez les autres la possibilité de le faire, ou de ne pas le faire, mais de l'entendre. Et donc, on est plutôt dans une très grande légèreté et joie. C'est une joie incroyable. Et ça se voit. Enfin, je crois que pour les quelques-uns d'entre nous, il y en a un certain nombre, vous avez vu aussi qu'il y a un mélange, c'est assez manifeste, de population, d'âge, etc. Ce qui compte, donc il y a bien quelques étudiants de littérature, un nombre non négligeable, qui jouent tout autant le jeu et qui, pour la première fois, découvrent qu'on peut rire en écoutant de la poésie. Et ça, c'est ça le premier moment de décalage, en fait. Et c'est de là que vient cette légèreté. Je crois que ça compte. Un café aussi. Ah, bien sûr, et pas n'importe quel café. Pas n'importe, avec du café, enfin, ce qu'on veut. Moi, c'est le vin rouge. Et le café. Mais oui, c'est avec un patron de bistrot qui a toujours su, très spontanément, quand il y a une toute petite étudiante étrangère toute frêle et qu'on n'entend pas, qui vient lire un texte et que tout le monde applaudit parce qu'on applaudit tout le monde. Et là, on entend la scène qui hurle « Bravo !» alors qu'en fait, pratiquement personne n'avait rien entendu, mais c'est pas grave. Et tout ça, c'est pour ça que c'est vraiment un collectif. Il n'y a pas une personne plus importante que l'autre. Et ben voilà une très jolie phrase de conclusion, à moins que... Non. Et je vais proposer à Aurélie, au nom des
quelques organisateurs que nous sommes, de tisser quelques fils avant de prendre une courte pause et puis de donner, de laisser la place à Jacques Robotier pour la dernière étape de cette colloque, rencontre, hybride, tout ce qu'on veut. Et donc je vais laisser la parole à Aurélie qui va tisser quelques fils conducteurs, si tu veux bien. Voilà. Ce sera un tout petit peu, alors je ne vais pas lire, ni par ma voix, ni par celle d'un autre, parce que voilà à quoi ressemble mon texte, qui est une espèce de brouillon innommable et illisible, à partir de quoi je vais juste essayer de débrouiller juste quelques mots sur notre langue à nous autres critiques, à nous autres universitaires, en partant de Barthes, pour changer, parce que la question a été beaucoup amenée, tout doucement, tranquillement. C'est une citation que vous connaissez sans doute, qui vient des fragments d'un discours amoureux, où Barthes dit « Le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre ». Et en fait, c'est à ça que nous avons joué aujourd'hui, et je vais essayer d'élaborer un tout petit peu sur cette question-là. Je vais repartir de cette matinée d'hier où il avait été impossible de ne pas entendre un lexique récurrent, des mots qui revenaient absolument constamment dans la bouche de tous et qui touchaient à la question alors de ce qui s'est exprimé aujourd'hui différemment sur le thème de la grâce, cette langue d'une mystique, de l'abandon, de la communion, de l'enthousiasme, la saisie par un Dieu, de l'ivresse du livre, d'une ivresse livresque peut-être, et puis qu'on a entendu renverser dans une image parfois de la chute, et qui peut être une chute heureuse. On a entendu émerger tout à l'heure quelque chose autour de la question du bégaiement, de cette erreur, du scandale ou du bégaiement qui, là, elle, renvoie à tout un vocabulaire du côté de Deleuze. Ce même moment où il explique qu'écrire, c'est écrire chez Proust, comme toujours dans une langue étrangère, sa propre langue comme une langue étrangère, et ceci est ce qui fait écriture. Alors, ce discours sur la grâce, et qui rejoint un autre courant majeur, et ce qui a presque pas osé s'exprimer, mais qui a affleuré par moments, et qui touche à la question du désir. Il a été beaucoup question, ça et là, de plaisir. Et puis il a été question beaucoup de la distance, d'une distance nécessaire, d'une distance juste, parfois d'un silence nécessaire, de ce souffle de l'autre en soi, de ce souffle de l'écriture dans la voix du lecteur, et puis à d'autres moments peut-être plus difficiles, plus douloureux, du rythme du lecteur dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'écoute de l'auditeur, cette difficulté parfois à se mettre au rythme de l'autre, avec à mesure de ce désir qui naît de ce « il » en soi qu'a évoqué Julia le premier jour, la fureur qui vous saisit dans cette intense frustration d'une rencontre qui ne peut pas se faire. Et il a aussi été question, je crois, beaucoup de cet envers du désir qui est la terrible frustration quand même quand ça ne marche pas. Ce moment insupportable, et là aussi qu'on entend dans la question mystique, où Dieu ne répond pas, où le Dieu ne vous saisit pas, où la voix de l'autre en vous ne peut pas se faire entendre, elle ne peut pas se saisir, où les rythmes ne s'accordent pas. Alors, une forme de glissement entre, du côté de la grâce, le flottement que tu as évoqué tout à l'heure, et peut-être du côté du désir, ce frottement qui vient plutôt de ce que Barthes désigne, hein, par ce frottement des langues. Et j'ai trouvé très, très frappant que ce colloque soit l'occasion, c'était un peu expérimental de notre côté, de ce frottement des univers professionnels, de ce frottement des manières de parler, de ces frottements d'être dans une collaboration assez ébouriffante, je crois. Enfin, pour nous, c'est décoiffant. Je ne sais pas si je peux oser dire ça devant une caméra. C'est
ça a permis une interrogation sur notre propre langue à nous, et il est très frappant qu'au moment de parler d'émotion, une des choses qui soit venue et revenue, comme celle de parler de la qualité d'une lecture, en disant il y a des bonnes lectures et des mauvaises lectures, mais bon, le gars est là, il lit et c'est une bonne lecture, ou le gars est là, il lit et c'est une mauvaise lecture et je ne sais pas pourquoi. Et l'émotion, de la même façon, rend aphasique. Oui, alors il y a de l'émotion, mais quand même on n'arrive pas à le dire. Et pour dire cela, alors viennent les mots de la mystique d'un côté et les mots de l'amour de l'autre, du désir de l'autre, qui sont beaucoup venus. Et c'est assez intéressant de voir que cette question de l'émotion amène aussi cette langue-là, ces envolées-là, ces glissements d'une langue à l'autre, d'une façon de faire à l'autre, y compris chez des collègues qu'on fréquente tous les jours et puis qui tout à coup, deviennent un autre ou parlent autrement ou se font entendre autrement, ont une autre langue. Comme si la question de la lecture et de l'émotion dans la lecture à voix haute nous mettait face à l'impératif ou simplement manifestait le désir de libérer notre langue. Alors, avec un très mauvais jeu de mots, on pourrait dire qu'il s'agit de se libérer d'une forme d'appareillage, se libérer d'une forme d'orthodontie de la langue. L'image qui me venait à l'esprit sont ces enfants, vous savez, avec la bouche couverte de bagues, et dans un film de Tim Burton, tout à coup, cet appareillage sort de la langue et finit par envahir leur visage, et nous n'avons cessé de parler de cette fragilité, de cette légèreté absolue de la lecture publique comme une lecture qui est désappareillée, une lecture libérée de cet appareillage, alors de cet appareillage critique aussi, de cet appareillage théorique qui peut être un moment d'étayage, mais qui se révèle quand même très nettement, et je crois que c'est là dans le fond aussi son essence, qui se révèle aujourd'hui simplement un espèce de point d'appui pour penser ensemble et penser un peu plus loin. Et donc ce qui me reste, moi, là, maintenant, avant de me taire pour de bon et de laisser Jacques Rebotier conclure, lui, pour de vrai, c'est que dans cette rencontre, qui est pourtant bien un colloque, cet endroit où on parle ensemble, où on s'entend ensemble, qui a aussi des côtés conciliabules, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup des voix, des souffles, des timbres, des frottements de langues dans ces langues qui se sont succédées là, l'une après l'autre, et que j'ai entendu autant de langues étrangères ou de langues très fortes. Et j'ai vu aussi, j'ai entendu des gens que je connaissais, beaucoup d'entre vous que j'ai entendus et que j'ai lus, et puis tout à coup que j'ai entendu là comme dans une langue étrangère, c'est-à-dire avec ce creusement d'une distance, ce décalage que le dispositif, Arnaud, a généré, c'est-à-dire cette situation, cette proposition que nous avons faite d'une situation d'écoute un peu légère, le plus légère possible, le moins appareillé possible, la plus libre dans la mesure du possible, ce qui reste impossible raisonnable peut-être, mais le plus libératoire possible. Donc des souffles, des voix, des timbres et des corps. Ici, pourtant, relativement contraint. Enfin, je veux dire, à part Jacques Bonafé qui avait libéré, lui, l'espace pour pouvoir se déployer, nous sommes restés incroyablement modérés, même sans modérateur. Et pourtant, il y a eu ce moment de bascule de la parole cadrée, de la parole universitaire en la parole de personnes portées elles-mêmes, pleinement elles-mêmes, alors même qu'on parlait de lire par la voix d'un autre. C'est ce glissement donc de la littérature à la vie, ce passage de situations de parole normées à des situations de parole ancrées dans la vraie vie, cette autre vie. Il a été question d'expérience de vie à plusieurs reprises, dans cette possibilité de parler de ce qui fait notre autre vie à côté. Je crois que c'est l'image que je garderai pour ma part de ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui.